salut! T'es chez Fred de chez Foufoune, right? Oui, c'est moi! Hey, ça tombe bien parce que votre clinique a vraiment plein de sujets qui m'intéressent dedans. Ah ouais? Ben, Ouais. t'as-tu comme un peu de temps devant toi? J'ai plein de temps. T'as-tu goût qu'on aille dans jaser? Ben, certain. Bon, viens-t'en. Allô? Allô? Cheers! Cheers! Donc, Frédéric, Oui. t'es intervenante en sexologie. Oui. Et dans ce rôle-là, c'est quoi qui te stresse le plus en ce moment, dans l'actualité? Je te dirais que ce qui me stresse le plus, stressé, je sais pas si ce serait le mot adéquat, mais ce qui me préoccupe le plus, ça serait vraiment, je pense que ça serait vraiment pour faire un pont avec qu'est-ce qu'on va faire, de quoi on va parler aujourd'hui, tout ce qui est la place du féminisme actuel en société, mais au-delà de ça également, toute l'image et la controverse en lien à la diversité sexuelle et de genre en ce moment au Québec, que ce soit au niveau politique, médiatique, quoique la politique et les médias sont étroitement reliés, un est l'image de l'autre. Donc, moi, une belle pression que je me mets. Je me considère comme une personne qui est advocate, en fait, de justement les droits et de représenter une belle visibilité, justement, pour ces personnes-là marginalisées. Donc, je crois que je me mets vraiment une pression à faire en sorte que lorsqu'ils se trouvent avec moi en relation d'aide ou lorsqu'ils font appel au service de ma clinique, qu'ils se sentent vraiment dans un safe space, puis où ces personnes-là sentent qu'elles peuvent vraiment être elles-mêmes. Et voilà. Donc, Et comment tu te situes par rapport au retour de la droite? Parce qu'on le voit bien aux États-Unis en ce moment, ces idéologies-là reviennent vraiment en force. Le droit à l'avortement est questionné. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien, c'est certain que non seulement en tant que femme, mais en tant que femme qui est pro-choix, je trouve ça... c'est sûr que je vais être biaisée, je suis désolée, mais je trouve ça aberrant. Certaines personnes se disent pro-vie quand au final, la vie de deux personnes est mise de l'avant lorsque une personne est enceinte. Donc, il y a la vie de cette femme-là, puis la vie je pourrais dire de son enfant, mais on est dans la phase embryonnaire, fœtus, puis encore là, je pense que les opinions sont partagées. En fait, je pense pas. Les opinions sont vraiment partagées à savoir jusqu'à quel niveau cet embryon-là est considéré comme étant un être humain. Donc, considérant qu'il y a des personnes qui se disent pro-vie, en faisant abstraction complètement totale de la femme et de ses choix à elle, je trouve que c'est un peu, je trouve ça complètement contradictoire. Donc, c'est certain que, à mon avis, à moi, tu sais, d'être pro-vie devrait avoir une connotation totalement différente, qui serait pro-vie de la personne qui est mise en ambivalence dans cette situation-là, qui est la personne qui porte l'embryon. Et de toute façon, si on arrive au final à définir qu'est-ce qu'une vie, parce que c'est un débat en entier, à quel moment on devient humain, est-ce qu'un fœtus est une personne, même à ça, ce serait pas juste de demander à une femme de donner son corps à la société et de porter cet enfant-là jusqu'à la naissance. Je suis pas certaine de comprendre la question. Dans le fond, c'est plus une remarque. OK, parfait. Mais en fait, ce serait pas juste de leur demander ça parce que, non. en fait, la grossesse, c'est super difficile de base. Oui, puis je veux dire, c'est tellement pas tout le monde qui la vit de la même façon. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a désiré avoir cette grossesse-là. Ce qui est aussi une ligne qui est assez mince en ce moment quand on considère qu'une personne qui pourrait être victime d'un viol dans certains États des États-Unis n'aurait pas droit à l'avortement et aurait même plus de conséquences au niveau légal que la dite personne qui l'aurait violée. Donc, c'est vraiment, c'est du cas par cas. C'est complètement personnel à la situation. Puis oui,
de définir à quel point l'embryon est considéré comme un être vivant, je pense que ça prendrait plus des avis pas politiques, mais scientifiques. Puis par avis scientifique, je crois que un tas de scientifiques devraient siéger sur cette communauté-là. Ouais. Majoritairement, pas seulement des hommes, parce qu'en ce moment, ce qu'on peut voir aussi aux États-Unis, c'est que la majorité des personnes qui siègent dans les comités décisionnels sont des hommes. Donc, bref, c'est cela. Et même dans un contexte où l'avortement serait uniquement légal en cas de viol, on a déjà tellement de difficultés à pénaliser le viol qu'au final, probablement que ces femmes-là, violées, porteraient quand même leur enfant. Oui, parce qu'après ça, on rentre dans... même au Québec, on va pas se mentir, de poursuivre quelqu'un pour viol ou pour acte criminel à tendance sexuelle ou pour harcèlement, peu importe, j'en passe. C'est un chemin qui est très tumultueux pour la personne victime. C'est un chemin qui se veut très long, la personne doit constamment avoir la même définition des faits, la même version des faits. Cette personne-là peut être stressée, peut oublier des moments des fois, on sait, hein, avec les émotions, quelque chose qui nous apparaissait clair la première fois, avec du recul, puis avec la pression qui vient de l'extérieur, tu peux te remettre en question, puis être sûr de certains détails. Donc, est-ce que c'est vraiment fait pour décourager la personne victime? Je pourrais vraiment pas me positionner là-dessus, mais au final, oui, vraiment, tu as raison en disant que tant bien que la personne serait victime d'un viol, après, faut-il que le viol soit reconnu, tu sais? Oui, vraiment. Puis en Pologne, en ce moment, très récemment, une femme qui s'appelle Dorota Lalik, une femme de 33 ans, est décédée parce que son médecin a refusé de l'avorter. Malgré que c'était la procédure nécessaire pour la sauver, le médecin a assumé le fait de la laisser mourir parce que il voulait pas se situer, en fait, entre la volonté du gouvernement et ce que la loi dit. Donc, la loi permet d'avorter juste si la femme est en danger. Donc, est-ce que tu penses que les femmes enceintes seraient nécessairement mises en danger si on enlève l'avortement? Totalement. Totalement. Pour un tas de raisons qui me paraissent évidentes. Puis, à écouter ce que tu viens de dire, moi, ma première question serait, puisque le docteur en question n'a pas respecté la politique même du pays où il exerce, j'en viendrais à me demander, est-ce que ce médecin-là a eu des conséquences, lui, par rapport à sa décision? Je penserais pas. Il n'y avait pas l'air d'en avoir parce qu'en fait, l'avortement est permis si la femme est en danger, il n'est pas obligatoire. Bien, forcément, la femme est en danger puisque finalement, elle a succombé à cet événement qui est très malheureux. Oui. Mais oui, forcément, si on enlève le droit à l'avortement, premièrement, écoutez, moi, j'en comprends aussi qu'il y a une grande division en arrière de tout ça qui a toujours été puis qui va toujours être d'essayer de délimiter un peu les riches comparativement aux pauvres. Je crois que les riches vont toujours être en mesure de pouvoir se faire avorter, même s'il y a une loi qui passe, parce que l'argent, oui. Quoi dire de l'argent et du pouvoir. Donc, je trouve que c'est vraiment mettre des bâtons dans les roues puis venir comment je pourrais dire, invalider ou mettre dans des positions vraiment désobligeantes des personnes qui sont considérées pauvres, puisque ces personnes-là, premièrement, sont des gens, des fois, qui n'ont pas l'éducation nécessaire à la sexualité ou de l'éducation d'ordre général. Ou qui n'ont pas les moyens d'accéder à la contraception. Exactement. C'est le prochain point que j'allais aborder. Et puis, on s'entend, tu sais, nous, au Québec, somme toute, que c'est certain qu'il y a des... Comme chaque pays, hein, on est une province, mais comme chaque province, pays, Canada et tout, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais nous, on est chanceux d'avoir l'assurance maladie. Aux États-Unis, on s'entend tout ce qui est frais médical, puis là, par frais médical, j'entends pilule contraceptive, anovulant, stérilet, j'en passe. C'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis encore là, à la suite d'une grossesse, le simple fait d'être admis dans un hôpital, c'est des milliers de dollars. Donc, il y a ça aussi. C'est des milliers de dollars. Exactement. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a aussi une question de pouvoir là-dedans. Là. Et même ici,
Petite expérience personnelle, mon stérilet m'a coûté quand même 80 $ parce que c'est les pharmacies qui le vendent au final. Et l'assurance a couvert une grande partie, mais il a quand même coûté 80 $. Au final, on s'entend que pour 5 ans, c'est pas tant cher que ça, mais il faut quand même débourser pour avoir la contraception aussi. Oui, puis c'est nous, les femmes, ou du moins les personnes. Je voudrais dire, ils pourraient, je dis les femmes, oui, les femmes, mais je pense aussi peut-être à des hommes trans qui auraient encore tout ce qui est au niveau de l'appareil reproducteur. C'est des frais que nous devons débourser afin de ne pas tomber enceinte quand on considère que ça prend majoritairement, comme on le connaît peut-être sur papier, spermatozoïdes, ovules pour féconder, mais rendu là après, il y a in vitro et tout ça, mais je pense que rendu à un stade de in vitro, la grossesse est désirée. Donc là, je fais davantage allusion à un rapport sexuel entre pénis-vagin. Je pense que au final, ce qui requiert un peu de l'homme, c'est d'acheter les préservatifs. Puis en même temps, c'est pas de leur faute à eux. Je veux dire, je ferais pas sentir mal un gars parce que c'est à moi d'acheter mes propres anovulants. Mais à lui individuellement. Non, mais quand même, ça c'est régi par une certaine prise de décision. Puis bref, je pense que c'est cela. Parce qu'il pourrait avoir des moyens de contraception pour les hommes. Définitivement. Que le condom. Définitivement. Il y a également la vasectomie aussi qui, c'est vrai. Là, va s'en suivre une opinion qui est très personnelle, très personnelle. J'ai pas d'enfant, pas pour le moment, mais à mon avis, à moi, porter la vie quand c'est désiré, je tiens à le mentionner. Pour moi, je considère que, moi, je le verrais parce que je veux des enfants, mais moi, je le vois comme j'ai hâte que ça m'arrive. Ça va être une décision qui va être de pleine conscience. Puis, je trouve ça beau et tout, mais il faut pas se cacher que c'est quelque chose qui peut être très fort en émotion, les hormones. C'est difficile physiquement aussi. C'est difficile physiquement. Tu sais jamais comment vraiment tu vas réagir tant que longtemps que tu l'as pas vécu. On a beau s'imaginer des expériences de grossesse. Encore une fois, on sait jamais comment ça peut virer. Puis même une mère qui a 8 enfants, les 8 grossesses, puis les 8 accouchements. Exactement. Donc après, à mon avis, à moi, d'une suite logique, je pense que la responsabilité serait peut-être de l'homme avoir la vasectomie, tandis que nous, la femme, on a procédé à l'accouchement. Hein? Tant qu'à moi, ça serait un bon deal. On a parlé de la responsabilité de la femme dans la contraception. Je vais faire un pont avec la charge sexuelle des femmes parce que les femmes ont beaucoup sur les épaules la responsabilité de la sexualité, autant que ce soit de donner le plaisir. Il y a d'ailleurs une grande culpabilité vécue par les femmes si le plaisir, si le gars n'a pas de plaisir, si le gars ne bande pas, même si ça l'arrive dans la vie. Comment on peut déconstruire ça pour avoir une sexualité égalitaire? Bien, je pense que à la base, tout part de la pornographie. C'est certain que selon des générations, bien, en même temps, je dis génération, mais je pense pas qu'il y a vraiment de génération à proprement dite pour aller faire son éducation à la sexualité via la pornographie, mais c'est certain que la pornographie renvoie un message où est-ce que la femme, majoritairement, là, il y a de plus en plus de porn féministes qui existent, heureusement, mais je considère que la pornographie, qui est du moins dans les plus recherchés puis les plus regardés, la femme a souvent une position qui est quand même assez soumise, qui doit vraiment plaire à l'homme, pouvant mener jusqu'à justement l'orgasme masculin. Donc ça, c'est sûr que a priori, ça renvoie justement, je pense que ça vient créer une pression de la société justement à atteindre ce niveau de performance chez la femme. Ensuite, tout dépendamment, je veux dire, c'est du cas par cas, tout dépendamment de la communication qu'il y a dans le couple. Ou, je dis le couple, mais ça pourrait être une aventure d'un soir aussi. Je veux dire, les contextes de relations sexuelles sont multiples. Mais à mon avis, à moi, il y a aussi toute la pression en tant que femme, non seulement sur le plan sexuel, mais la pression de société que la femme doit porter, qui se manifeste dans les relations sexuelles, à se dire « Oh mon Dieu, est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est mon corps qui lui plaît pas? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit? Est-ce que j'ai un petit défaut là? Est-ce que j'ai un autre petit défaut là? » Donc, je crois que la femme a tendance à majoritairement peut-être suranalyser des concepts que l'homme
a pas nécessairement été élevé à se soucier. Donc, heureusement, de plus en plus, il y a de la sensibilisation qui se fait dans les écoles à un très jeune âge. Oui. On s'entend, c'est de la sensibilisation qui est très adaptée. Oui, L'éducation à la oui, sexualité à un tout jeune âge va vraiment plus passer par le consentement et tout. On va pas... C'est vraiment adapté. Oui, c'est pas des cours sur la sexualité. Exactement. Mais bref, les jeunes garçons sont de plus en plus sensibilisés au fait de hey, c'est correct de pleurer, vider tes émotions. Qu'on pense, mettons, à nos parents, à nos grands-parents, à grands-parents et j'en passe, tu sais. Voyons, t'es fait fort, là, les gars, ça pleure pas, tu sais, comme... Je pense qu'il y a aussi toute cette pression-là qui est autant mise sur les hommes. Donc, d'une part comme d'une autre, quand c'est deux pressions, mais qui sont quand même opposées l'une l'autre, ben forcément, des fois, ça peut mener à, justement, des constats comme ça. Vraiment. Puis dans notre société, la sexualité et la relation, en fait, est vraiment basée sur l'hétérosexualité. Tu sais, on s'entend que c'est très rare. On n'a pas beaucoup de représentation des personnes queer dans la télévision. Et comment le fait que, encore là, on voit le couple hétérosexuel avec un homme qui, l'homme est dominant, l'homme protège. J'ai dit le mot en anglais. Protège sa femme et la femme qui est plus soumise, douce. Cette image-là impacte les relations sexuelles entre deux hommes ou deux femmes ou des personnes non-binaires qui, eux, ne peuvent pas, en fait, avoir la relation sexuelle où l'homme domine et que la femme est soumise, comme on le connaît. En fait, encore une fois, je pense que c'est du cas par cas. Puis je veux pas parler pour tout le monde, au sens que je me fais pas comme... Je prétends pas être la porte-parole des personnes queer du Québec. Mais, tu sais, je pense que des contextes de dominance, ça peut se faire peut-être à l'égard d'une... comment je pourrais dire? Une identité sexuelle, Pardon, mon Dieu, le mot me manque. Quel mot on cherche? Identité sexuelle, orientation sexuelle. Ouh! Cheers! Ça fait une grosse journée, une grosse semaine. Mais c'est bien correct. Je m'en excuse. Orientation sexuelle, ça part. OK, donc, qu'est-ce que j'en disais? Oui. Je pense que dans une relation sexuelle, tout dépendamment de l'orientation sexuelle des parties prenantes, il peut toujours avoir un contexte de dominance, dominée ou de quelqu'un qui a plus de pouvoir ou de la violence conjugale ou de l'abus. Oui, on le voit plus en contexte de couple hétéro. Mais il ne faut pas faire abstraction que ça existe également dans les couples queer. Mais pour en revenir à ta question, oui, forcément, moi-même étant une personne queer, je m'identifie comme une personne qui est pansexuelle. Donc, je suis capable de développer des sentiments amoureux auprès d'une personne indépendamment de son genre ou de l'expression de son genre ou, bref, c'est vraiment plus basé sur un aspect de la personnalité. Vraiment. Puis, en ce moment, je suis dans une relation qui est hétéronormative. Donc, je pense que je pourrais majoritairement parler pour moi, au sens que moi, de mon côté, ça va bien. Je suis dans une relation où est-ce que la communication est bienveillante. Puis, mais je dois avouer que c'est certain que lorsqu'on pense à la relation ou les rapports sexuels à proprement dit, forcément, j'aime teinter peut-être un peu plus les relations sexuelles de choses ou d'éléments ou simplement peut-être d'émotions ou de ressentis que je pourrais peut-être ressentir dans d'autres types de relations sexuelles qui pourraient être, par exemple, avec une autre femme ou avec un homme trans, une femme trans, etc. Donc, j'ai envie de dire que oui, la visibilité, la représentation de ces personnes-là n'est pas encore équitable, égale dans les médias, sur les réseaux sociaux. Là, on peut voir de plus en plus, tu sais, qu'on pense à des campagnes publicitaires, politiques, tout ça. On voit qu'il y a un petit peu plus de représentation, mais à mon avis, à moi, je le ressens un peu comme une pression de la part des télédiffuseurs ou de la part des partis politiques de se dire et là, on est en train de se faire frapper ses doigts, on se le fait dire depuis nombreuses années. Il manque de diversité culturelle, il manque de diversité sexuelle et de genre. Fait que j'ai comme un peu l'impression que c'est représenté à tort. C'est représenté pour représenter au final. Pour représenter
par Pas- un intérêt profond. Ouais, venant d'un fond qui est Ouais. vraiment égalitaire. Donc, je pense que je me suis peut-être un petit peu perdue avec la question de Ah, c'est pas départ. grave. Mais j'en viens à dire que, autant, comme je disais tout à l'heure, c'est important de bien faire son éducation à la sexualité. Puis, en faisant bien son éducation à la sexualité, via justement peut-être des cliniques comme la mienne, comme avec chez Foufoune, Ouais. où est-ce qu'on a vraiment une vision sensible au trauma, bienveillante, féministe de la sexualité. Après, si on parle d'un couple homosexuel, bisexuel, et j'en passe, un couple issu de la diversité sexuelle et de genre, j'ose espérer que chaque personne va vraiment avoir l'éducation appropriée à sa sexualité, ou du moins va connaître les ressources pour le faire. Puis, cela étant dit, si c'est fait, bien, j'ose espérer que ces personnes-là vont être capables comment je peux dire, de tracer une ligne ou d'être capable de se dissocier peut-être aux images davantage négatives où l'homme prend le dessus ou quoi que ce soit dans les contextes hétéros représentés à la télé. Donc, je pense que quand tu vis une relation où est-ce que tu es bien, puis où est-ce que la sexualité est bienveillante, communicationnelle et surtout consentante, à mon avis, à moi, si on travaille en société afin de s'assurer que tout le monde ait cette possibilité-là de vivre leur sexualité positivement comme ça, ben après, tu sais, ça va être plus facile de faire abstraction aux définitions biaisées un petit peu plus qu'on voit. Et on parlait des personnes queer, et je vais faire un pont avec la réalité aux États-Unis. Enfin, ouais. Excusez-moi. C'est correct. En ce moment, il y a une prof qui s'est faite suspendre complètement parce qu'elle a présenté un film dans lequel il n'y avait pas de personnes homosexuelles, mais on faisait juste mentionner une potentielle homosexualité. On est en train d'essayer d'irradier complètement cette identité-là. On essaie de l'effacer des enfants. On enlève des livres. Et ma question est, est-ce que tu penses que les États-Unis ont fait de la communauté LGBTQIA2S+, leur bouc émissaire? Et est-ce que ces gens-là ici devraient s'inquiéter? OK. Pour répondre à la première question, une question dans une question. Pour répondre à la première question, ça serait facile de dire oui. Je pense que les États-Unis. On dirait que je vais commencer par j'ai comme plein d'idées qui se bousculent, puis je vais juste y aller ainsi. J'ai plein d'idées en tête, fait que je suis désolée si jamais je m'éloigne de la question de départ, gère-moi. Mais j'en viens à me dire que oui, forcément, il y a un impact qui se fait voir ici au Québec. Qu'on pense aux événements qui se sont produits il y a quelques semaines, mois, avec, dans le fond, la lecture de livres adaptés. Avec, c'était pas Rutabaga, c'était Barbada. Non, c'était Barbada, oui, dans les écoles, dans les bibliothèques et quoi que ce soit. Je crois que les politiques américaines font vraiment en sorte de faire régner un climat de terreur et de peur concernant la diversité sexuelle et de genre, comme ça l'a été aussi avec la diversité ethnique, culturelle, et que c'est encore, je ne veux pas dire que c'est derrière nous, mais je pense que quand c'est des populations marginalisées comme ça, c'est plus facile de, comment je pourrais dire, de fesser sur le clou. Et tout ce qui est de faire régner un climat, de se dire, puisque quelqu'un vient lire des ouvrages dans votre école, puis cette personne-là est issue de la diversité sexuelle et de genre, automatiquement, ça va influencer l'orientation de vos enfants. Faites attention, Premièrement, une identité sexuelle, pas une identité sexuelle, pardon, une orientation sexuelle, tu nais avec ça. C'est sûr que ça peut fluctuer à travers le temps. Il y a toujours place à changer, à évoluer, tout ça. Mais c'est pas quelque chose que quelqu'un va te remettre dans ta tête. C'est quelque chose qui existe déjà. Puis aussi le fait de percevoir, je pense aux personnes non-binaires, aux personnes trans, de les faire voir comme des personnes qui pourraient avoir des comportements sexuels néfastes, déviants, voire pédophiles. J'ai vu dans certaines rubriques, exactement. Je pense que c'est, en fait, je pense pas, c'est de la
très, très, très mauvaise éducation qui est faite de leur côté. Ouais. Puis, quoi de mieux que de y aller avec un régime de peur pour avoir le contrôle. Puis, malheureusement, c'est la diversité sexuelle et de genre qui écope. Ouais. Quand, au contraire, je crois que de plus en plus qu'il va y avoir de visibilité, de plus en plus, ça va donner aux gens une vision, comment je pourrais dire, de l'inclusion, de la bienveillance, de comprendre, mais sur tous les aspects. Donc, à mon avis, à moi, c'est que du positif qui peut ressortir de ça. Je fais peut-être un pont un peu louche en deux éléments qui n'ont pas nécessairement rapport, mais je pense qu'ils ont rapport. En fait, ta clinique. Non, ça a tout à fait rapport. Hein. Ça a très rapport, très, très, très rapport, en fait, t'es copropriétaire de chez Foufoune. Exactement. Depuis combien de temps? En fait, écoute, c'est une belle histoire. Ma collègue, qui est la copropriétaire, Rose, Rose, que j'adore. Salut Rose, je t'aime. T'as des beaux cheveux frisés. Des excellents, des exquis, bref, ses cheveux sont super beaux. C'est elle qui m'a téléphoné, je dirais, il y a environ 2 ans. Pour me dire que ça faisait 3 ans qu'il y a un projet de clinique alternative, inclusive, trottait dans sa tête, exactement. Ouais. Puis elle m'a téléphoné en disant, Fred, écoute, je pense à personne d'autre que toi, via non seulement tes valeurs, la façon dont tu t'identifies en tant que personne, tout ça. Puis moi, à ce moment-là, je venais tout juste de finir mon bac en sexo à l'UQAM. Puis j'ai fait comme, hey, tu sais quoi? Pourquoi pas? Je veux dire, on y va. Puis là, dans le fond, on a lancé nos services en décembre dernier, le 8 décembre 2021, pour être pas le 2021. 23. 2022. 2. On n'est pas rendu. Tout va bien. C'est la chaleur, la gang. Donc, le 8 décembre 2022, on a lancé notre site Internet, nos premiers services. Donc, voilà, on est une clinique multidisciplinaire. Donc, dès juillet, on va accueillir d'autres professionnels qui ont nos mêmes valeurs que nous, donc féministes, sensibles au trauma, bienveillance, équitaire. Merci beaucoup. Fred? Je peux t'appeler Fred? Oui. Puis pour le reste, un petit chin de glace final de reste. Merci! Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.